Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée La philosophie de la nature et la nature selon la philosophie. Connaître la nature, véritable enjeu premier de la philosophie. L'homme, un être qui a des dispositions innées ou bien qui est tout entier construit par la euh, culture, est-il gardien de la nature et quel type de gardien se doit-il d'être? On dit d'une personne que c'est une force de la nature ou que c'est une bonne nature pour exprimer son caractère ou son essence. Au premier sens, le terme la nature renvoie en effet à l'essence de la personne, mais la nature est aussi ce qui s'oppose à la culture. Ce qui est naturel est opposé à ce qui est culturel. L'homme est en effet produit de la nature, c'est un être naturel alors que la culture est un produit de l'homme. La culture est artificielle, ce qui signifie qu'elle est produite par l'homme. La nature est-elle ordonnée ou bien est-elle produite et gouvernée par le hasard ou par la nécessité? La terre est-elle un être vivant qui nécessite un traitement singulier, qui est un être vivant précisément? Comment distinguer celui qui se comporte de manière naturelle de celui qui se ment et qui se dissimule? Lorsque l'on dit d'une personne qu'elle est naturelle ou qu'elle est nature, ou on veut dire qu'elle est tout simplement sans dissimulation, la nature ne trompe pas. Elle est plus assez brute. Et si on la laisse sans contrôle, il arrive parfois qu'elle soit dangereuse. L'idée de nature nous est familière. Nous pouvons parler d'aimer la nature ou de la nature profonde d'une personne, de même que nous distinguons ce qui est naturel de ce qui ne l'est pas. La nature est d'abord une évidence pour nous, mais si nous cherchons à définir ce que nous pouvons entendre par nature, nous sommes vite confrontés à la polysémie de ce mot. Quel est le point commun entre les différents sens qui recouvrent ce terme? La recherche de ces points communs correspond à ce qu'on appelle en philosophie l'essence. Quelle est alors l'essence de la nature? Puisqu'il est dans la nature de l'homme de modifier son environnement, est-il pertinent de distinguer la nature de son inverse, la culture ou l'artifice? La difficulté à reprendre invite à soulever un nouveau problème. Le concept désigne-t-il une réalité objective ou est-il avant tout normatif? Nous commencerons par essayer de définir le concept de nature par opposition à celui de culture. La nature désigne l'ensemble de ce qui existe indépendamment de l'action des hommes. Puis nous verrons comment, en tant qu'objet de connaissance, la nature est également l'objet d'un désir de maîtrise de la part des hommes. Enfin, nous nous interrogeons sur les enjeux écologiques et nous nous demanderons si l'on peut penser une nature dénaturée. Premièrement, définition de la nature. De l'état naturel, l'effet de la naissance, le cours de choses, lui-même tiré de naskor, naître, et de grec physis, croître. Ce mot fortement polysémique désigne principalement soit l'ensemble de choses qui obéissent à deux lois, règne minéral, végétal, animal, soit les principes de production qui déterminent le changement d'un être selon son type, objet de sciences adaptées, biologie pour les vivants, physique et chimie pour l'inanimé, soit l'essence même d'un être. On parle par exemple de nature humaine, opposée à l'art ou à l'artifice, et à la grâce qui est surnaturelle. La nature est d'une manière générale ce qui est donné ou trouvé et non pas construit. Elle est d'abord une euh, extériorité radicale qui aime à se cacher. Sa puissance au point de vue de Spinoza l'identifie à Dieu, qui, le philosophe romantique allemand, le mettait au centre de leur pensée. On fait souvent une norme pour la conduite. C'est le cas chez les épicuriens, chez les stoïciens, chez Thomas d'Aquin, chez Rousseau. Cependant, la science expérimentale apparaît au XVIIe siècle et la révolution industrielle modifie cette interprétation de la nature. Elle devient ce qu'il faut combattre, transformer
par l'artifice ou même régner comme l'on voit chez Sartre qui conteste toute idée de nature humaine. Il parle de la condition humaine. Mais la crise écologique, d'une part, et la mise en garde de la bioéthique à l'égard du transhumanisme a incité aujourd'hui à redéfinir la nature comme ce qu'il faut protéger, terme ambivalent et crant que nous éloigne du réel. Selon Clément Rousseau, autour de l'antinature, la nature engage souvent les affects de celui qui la pense. Penser la nature. La nature est l'ensemble de réalités matérielles existantes indépendamment de l'humain, c'est-à-dire ce que nous pouvons observer tout autour de nous, mais qui n'est pas le résultat d'une production des hommes. Cette définition correspondant à la fois à la compréhension commune, la nature renvoie au monde plus ou moins sauvage tel qu'il existe hors de l'intervention humaine est à celle de la philosophie. Elle suppose l'existence d'un monde non naturel qui se distingue et s'oppose à la nature, la culture. Puis, on compare toujours nature et cosmos. Les philosophes antiques pensaient la nature comme un tout englobant l'ensemble de ce qui existe, alors que le concept d'environnement renvoie à l'idée d'un milieu à la fois cadre de vie et ressources vitales. Celui de nature implique une totalité plutôt qu'un rapport de continu à continu. L'idée grecque de cosmos véhicule aussi d'un ordre, d'une harmonie qui précéderait à l'organisation de totalité en tant que tout organisé. La nature désigne également la source de la vie. Elle est le principe du développement des êtres vivants. Par extension, la nature d'une chose signifie son essence, c'est-à-dire ce qu'elle est profondément, ce qui constitue son être, indépendamment des accidents qui peuvent tant modifier l'aspect. Le rapport de la philosophie antique à la nature n'est donc pas un rapport d'opposition naturelle ou non naturelle. Au contraire, les différentes écoles philosophiques grecques ont en commun l'idée que la nature constitue un modèle auquel on peut se conformer. Héraclite estimait ainsi que la voie de la sagesse est de parler et d'agir en écoutant la nature. Marc Aurèle, dans les pensées pour moi-même, affirmait rien n'est mal que ce qui est selon la nature. Les stoïciens dont faisait partie Marc Aurèle ont particulièrement insisté sur cette idée, s'interrogeant sur la meilleure manière de vivre. Ils se sont efforcés de distinguer les tendances naturelles des hommes par opposition à deux tendances non naturelles. Ainsi, par exemple, manger pour se nourrir est naturel, alors que manger par gourmandise n'est le pas. Pour vivre une vie bonne et philosophique, les hommes devraient suivre les besoins naturels et se tenir à distance de ceux qui s'en écartent. Quelle relation entre nature et domination humaine? Socrate a hérité du philosophe pré-socratique. Il comprend comment la philosophie ou bien la science domine la nature. Quant à la philosophie, son domaine semble être ramené à l'étude, à l'étude des faits de conscience. Selon, comme si la science s'occupait de réel et la philosophie de la conscience, depuis Socrate. Nous avons de mal à penser à la philosophie comme d'une science et aux sciences comme contenant en elle de la philosophie. Si le monde phénoménal, le monde de la nature, est accessible à un entendement scientifique qui étudie les causes phénoménales, le monde moral, lui, n'est pas accessible à cet entendement pour la bonne raison qu'il n'est pas phénoménal. Il est dépourvu de pertinence de dire que la science pourrait intervenir dans ce domaine-là. Mais ce même domaine est accessible à la raison réfléchissante, laquelle ne s'identifie donc pas à l'entendement scientifique. Maintenant, la nature est-elle hostile à l'homme? Les catastrophes naturelles sont le meilleur exemple permettant d'affirmer que les êtres humains ne sont pas en sécurité dans leur environnement.
Pour autant, faut-il considérer que la nature est plus que dangereuse et qu'elle serait même hostile, c'est-à-dire même intentionnée envers l'espèce humaine? N'est-ce pas plutôt notre façon de penser la nature que peut nous conduire à nous développer en opposition par rapport à elle? Pensons à un tsunami, une tornade, une météorite. Voilà des phénomènes naturels qui, par les dimensions spectaculaires qu'ils prenaient, nous rappelons à la petitesse et à la fragilité de notre existence. La distraction de la cité antique de Pompéi en offre un parfait exemple. C'est une ville tout entière qui disparaît soudainement. Nul besoin à la réflexion d'aller chercher de telles catastrophes naturelles pour donner matière à l'idée que la nature serait hostile à l'homme. Euh, Si les exemples que procédés ne laissent pas l'ombre d'un doute, si la dangerosité de la nature peut-elle est-il hâtif d'en conclure à son hostilité, mais est-il hostile non seulement ce qui représente un danger pour moi mais encore ce que me veut de mal, considérer la nature comme hostile, donc c'est lui prêter des intentions que lui sont peut-être étrangères, puisqu'il est doté qu'elle puisse même avoir des intentions. Cela pose la question suivante. N'est-ce pas par ignorance que la nature nous apparaît comme hostile? C'est parce que la nature est hostile à l'homme qu'il doit-on devenir le maître par les baies d'artifice. Le mythe de Protagoras, relaté par Platon, offre un bon point de départ pour penser l'hostilité de la nature envers l'homme. Il s'agit bien sûr d'un mythe, donc d'un récit fictif, mais d'un récit fictif qui contient des vérités incontestables. L'homme n'a pas les griffes de lion pour se défendre, pas plus qu'il n'a sa vitesse pour fuir, ou son pelage pour endurer le froid. Comment l'homme nu, sans chaussures, non couverture, sans armes, Pythagoras, n'eût-il pas sentir son infériorité? La nudité naturelle de l'homme rime avec sa vulnérabilité, mais elle nous renseigne de même que sur le seul moyen dont il dispose pour se défendre face à la nature, la technique grâce à laquelle il compose son infirmité naturelle par le biais d'artifice. L'homme n'a pas les griffes de lion, mais il peut se fabriquer une épée. Or, si défense il y a, c'est qu'il y a d'abord attaque, c'est contre les offensives d'une nature qu'on ne peut que considérer comme hostile à l'homme, que ce dernier s'entoure d'artifices afin de préserver sa vie. Il s'entoure littéralement du mur d'un toit. Il devient souvent la fameuse formule de Descartes, maître et possesseur de la nature, du score de la méthode, uniquement parce qu'il est d'abord soumis à elle dans un premier temps. Le maître est ici d'abord concurrent. La nature n'apparaît comme hostile à l'homme que par ignorance de son fonctionnement. Parler d'une hostilité de la nature envers l'homme, c'est néanmoins parler en se perstituer, en rappelant avec Spinoza la crainte et mère de la superstition. Superstition. La mère de la superstition, une affirmation qui ouvre le Tractatus Theologico-Politikos. Et d'où provient cette crainte à son tour? En l'occurrence, c'est à les Grecs que nous pouvons nous référer. Les craintes des hommes proviennent avant tout de ce qu'ils ne comprenaient pas, de ce qu'il est étranger. C'est donc par ignorance qu'ils perçoivent la nature comme hostile, et plus précisément par ignorance de causes régissant le phénomène naturel. Ainsi, le Christ, il faut dissiper ténèbres et terreurs de l'esprit. Il faut dissiper les craintes des hommes.
Et cela, ni rayons de soleil, ni brillants traits de jour ne le font. Ce n'est pas aux superstitions religieuses, mais aux merveilles de l'imagination qu'il faut s'en mettre pour ébaiser les craintes des hommes. Ce qu'il faut, c'est bien voir la nature et t'en rendre raison, observer les phénomènes naturels, puis raisonner. Deux composantes essentielles de la démarche scientifique, c'est donner le moyen de conclure que la nature est étrangère à toute finalité. Le moderne la concevront en ce sens sur le modèle d'une horloge dont les mouvements sont explicables mécaniquement et qui est reproché à une horloge de nous vouloir quoi que ce soit en particulier de mal. C'est l'homme qui est hostile à la nature. Deuxième partie de notre intervention. Voilà, merci bien, au revoir.